OK. Donc, bienvenue au deuxième cours. Aujourd'hui, on va discuter la génétique du cancer, comme c'est inscrit ici. Donc, la définition du cancer, dans le fond, c'est une maladie qui est fondamentalement génétique. Donc, c'est une prolifération de cellules incontrôlée qui mène à une masse ou une tumeur. Donc, ça veut dire qu'il acquiert une malignité. C'est capable de progresser et envahir les tissus environnants et peut aussi métastasier, donc aller à des sites plus loin. Donc, il y a plusieurs mécanismes qui mènent à l'oncogenèse, donc à la création du cancer. Puis, on va regarder ces mécanismes, puis les changements génétiques qui surviennent au fil du temps. En réalité, puisque le pattern de changement mène à un cancer, varie d'un cancer à un autre, le cancer peut être décrit comme une multitude de conditions génétiques différentes que chacune peut nécessiter une approche qui lui est propre. Donc, l'étude de ces changements est de plus en plus présente dans la pratique de l'oncologie, surtout avec le développement des nouvelles thérapies ciblées sur certains types de changements. Et ça va être un thème qui va être plutôt adressé au prochain cours. Donc, voici le plan de cours. On va réviser un peu les bases de l'oncogenèse, puis les gènes qui sont impliqués dans la génération du cancer, les hypothèses qui entourent le cancer, c'est-à-dire l'hypothèse de Knudsen, puis les différents mécanismes de réparation. Puis finalement, on va finir avec les syndromes de prédisposition au cancer. Donc, pour commencer, juste une petite diapo qui illustre la complexité de notre organisme. Dans le fond, le cancer, c'est pas présent chez tous les organismes. C'est plutôt une maladie qu'on peut dire reliée à la division du cycle cellulaire. Donc, plus on a la division cellulaire, plus on a de chances d'avoir le cancer. Donc, il y a pas le cancer n'est pas présent dans les organismes à une cellule ou à plusieurs cellules, mais qui ne se divisent pas davantage. Donc, ce concept que vous voyez à l'écran, ça provient d'un des papiers les plus cités au monde et ça illustre que ça prend une combinaison de facteurs qui sont nécessaires pour le développement de l'oncogenèse. Donc, parmi les mécanismes qu'on a identifiés, on retrouve des signaux qui permettent le soutien chronique d'une prolifération, l'évasion des suppresseurs de croissance, l'activation de l'invasion et métastase, la promotion de l'immortalité réplicative, l'induction de l'angiogenèse, donc c'est-à-dire la création des nouveaux vaisseaux, puis une résistance à la mort cellulaire. Donc, chacun de ces concepts sera discuté plus en détail dans les prochaines diapos. Donc, le premier, c'est le signal permettant le soutien chronique de la prolifération. Dans un tissu normal, il y a un contrôle très serré de la production et la relâche des signaux qui permettent la croissance puis de progresser dans le cycle. Pas gonflé, là, si c'est coton dans la bouche. OK. Je vous inviterai à éteindre votre microphone. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre par contre. OK. Donc, je t'ai rendu à... Oui, donc dans les tissus normaux, il y a un contrôle serré de la production et le relâchement des signaux de croissance qui permettent de progresser dans le cycle cellulaire. Ça permet une certaine homéostasie, donc une balance entre le nombre de cellules puis l'architecture du tissu. Dans les cellules cancéreuses, ces mécanismes sont dérégulés. Donc, souvent, il y a production des facteurs de croissance qui se lient à des récepteurs cellulaires
Et donc, ça active des voies de signalisation intracellulaire qui permettent la croissance et la division de façon inappropriée. Les cellules cancéreuses peuvent aussi produire des signaux qui amènent des cellules normales de l'environnement à produire des facteurs de croissance. Donc, il utilise les cellules normales qui se trouvent dans son voisinage pour encourager la propagation des cellules cancéreuses. Il peut y avoir une élévation du nombre de protéines réceptrices à la surface cellulaire, donc ça rend les cellules hyper répondantes à des niveaux de facteurs de croissance soit normal ou même bas. Il y a aussi l'activation constitutive des voies intracellulaires de croissance qui permettent de s'affranchir des facteurs de croissance et de leurs récepteurs. Et un dernier mécanisme, c'est la diminution des mécanismes de rétroaction négative, donc de feedback négatif, qui ralentissent la croissance. Donc, on va voir quelques exemples dans les diapos qui suivent. Puis, dans les cellules normales, il y a aussi une défense que s'il y a trop d'activation des voies prolifératives, des cellules peuvent entrer en sénescence, c'est-à-dire qu'ils demeurent viables, mais non prolifératives. Donc, les cellules cancéreuses doivent entretenir un état intermédiaire entre la prolifération normale et la prolifération excessive produisant la sénescence cellulaire. Donc, ici, vous avez deux voies donc il y a la voie de PI3K puis la voie RAS. Les deux voies sont retrouvées dans un exemple, c'est dans le cancer du sein. Donc, il y a le PI3K, qui est une kinase qui est recrutée à la membrane plasmique par un récepteur d'un facteur de croissance activé. Donc, dans ce cas-ci, ça peut être soit le récepteur d'estrogène que vous voyez en rouge ici, ou le RTK, c'est Receptor Tyrosine Kinase, donc une tyrosine kinase, qui est responsable de la croissance. Donc, le récepteur des facteurs de croissance, ça inclut 4 types de récepteurs. Et lorsqu'un ligand va se lier, ce récepteur va se dimériser et avoir une activité intrinsèque de tyrosine kinase. Donc, par la suite, le PI3K va être phosphorylésé par la tyrosine kinase et le groupement, et lui, il va aller phosphorylyser le PIP2 en PIP3. Donc, il va phosphorylyser le groupement hydroxyle du PIP2 pour produire le PIP3 qui est le second messager. Et le PIP3 va signaler par l'AKETA, pour activer plusieurs kinases et facteurs de transcription, incluant le mTOR que vous voyez ici à la fin, qui est responsable pour la synthèse protéique, la croissance cellulaire et le contrôle du métabolisme cellulaire. Il existe aussi le P10 que vous voyez en jaune ici, qui est une phosphatase et qui peut déphosphoryler le PIP3. Et donc, le P10, il agit comme un régulateur négatif de cette cascade. Les récepteurs d'estrogène peuvent aussi mener à l'activation de la voie RAS. Donc, la voie RAS, c'est aussi des kinases, donc c'est des réactions de phosphorylation qui permettent la prolifération cellulaire. Donc, une mutation qui rendrait un de ces éléments hyperactifs ou s'il y avait une perte de fonction du P10, favoriserait la formation d'une tumeur. Ici, c'est pour vous montrer, c'est un exemple de la dérégulation du mécanisme de rétroaction négative qui est supposé d'atténuer les signaux prolifératifs. Donc, pour que RAS soit activée, elle doit être liée au GTP.
Ceci est accompli par le GEF en vert ici, qui est le Guanine Nucleotide Exchange Factor, et qui permet de relâcher le GDP puis se lier au GTP. Donc, une fois qu'elle a accompli sa fonction, le GAP, qui veut dire GTPase Activating Protein, lie au RAS et stimule l'activité GTPase et permet de mettre fin à l'action de RAS. Donc, enlève un phosphate pour qu'il devienne un RAS lié au GDP inactif. Donc, les épaisseurs des flèches que vous voyez dans les deux schémas représentent le niveau d'activité. Donc, dans une cellule normale, l'activité de la GAP est favorisée et la protéine RAS fait des cycles entre son état actif et inactif. Dans les cellules qui ne sont pas en train de diviser, la RAS est majoritairement dans son état inactif, donc avec le GDP. Lorsque la protéine RAS est mutée, donc ça c'est des mutations qui sont possibles, elle est continuellement liée au GTP. Donc elle reste active de façon constitutive. Et donc, oui, ça, c'est les 3 mutations qui peuvent causer ça. Et ça empêche les interactions van der Waals qui sont nécessaires pour que la RAS puisse se lier au GAP ici et ainsi subir une déphosphorylation. Donc, en gros, ici, l'effet oncogénique n'est pas de l'hyperactivation, mais d'une mutation qui compromet l'activité de la GAP qui est supposée de faire une rétraction négative pour assurer que le signal de RAS soit transitoire. Donc, une deuxième méthode, c'est l'évasion des signaux de suppression de la croissance. Donc, les cellules cancéreuses doivent contourner les voies qui permettent la régulation du cycle cellulaire et de la prolifération, en général contrôlées par des gènes suppresseurs de tumeurs qu'on va voir plus tard. Donc, les voies qui sont centrales dans le contrôle du cycle cellulaire impliquent notamment le rétinoblastome associated, donc RB, et le TP53. Donc, le rétinoblastome, le RB, ça intègre des signaux qui viennent des sources extra- et intracellulaires et pour s'assurer de l'intégrité cellulaire avant de procéder à une phase de croissance et de division. Le TP53, il reçoit des signaux de stress intracellulaire et si les niveaux sont trop élevés de dommages d'ADN ou qu'il y a un autre débalancement, comme par exemple un manque d'oxygène, de glucose, il arrête le cycle cellulaire. Il peut aussi déclencher l'apoptose si les signaux d'alarme sont trop élevés, indiquant une souffrance cellulaire irréversible. D'autres mécanismes qui sont aussi possibles dans cette catégorie, c'est le contrôle par l'inhibition de contact. Donc, lorsque les cellules sont rapprochées les unes de l'autre, des signaux d'inhibition permettent de réguler la croissance. Et pour évader certains de ces signaux, les cellules cancéreuses ont des mécanismes pour leur permettre de faire ça. Donc, ça, c'est le cycle cellulaire que vous connaissez. Et autour du cycle cellulaire, on a des éléments qui permettent sa régulation. Donc, vous voyez les cyclines puis les CDK. Les CDK, c'est les Cyclin Dependent Kinase qui sont impliqués. Donc, par exemple, pour aller de la transition de G1 à S, à la phase S, c'est régulé par les cyclines D et le CDK4, le CDK6 et la cycline E avec le CDK2, qui sont nécessaires pour qu'il y ait la phosphorylation du RB, donc le rétinoblastome. Et donc, le rétinoblastome, la protéine, permet de franchir cet état.
Donc, les deux complexes avec cycline A sont actifs. Oui. Par la suite, il y a la cycline A qui sont actives lors de la phase S. Et le cycline B, CDK1, est essentiel pour la transition de la phase G2 à la mitose. Donc, il y a deux familles d'inhibiteurs des CDK qui peuvent bloquer l'activité des CDK, donc la progression du cycle cellulaire. Il y a les inhibiteurs INK4 qui sont les P16, les P15, 18 et 19. Donc, ils agissent sur les CDK4 et 6. Et l'autre famille, c'est P21, 27 et 57 qui peuvent inhiber toutes les CDK. Donc, ici, on voit le rôle de la protéine de rétinoblastome, donc celle que vous voyez ici, qui régule la transition de G1 à S. Donc, lorsque la protéine est hypophosphorylée, elle se complexe avec le facteur de transition E2F qui se lie à l'ADN. Ce complexe recrute des facteurs de remodelage, donc histone déacétylase puis histone méthyltransférase, que vous voyez en bleu et en rose ici, et inhibe la transcription de gènes qui sont nécessaires pour passer à la phase S du cycle cellulaire. Le RB, il est phosphorylé par le complexe cycline D, CDK4 et 6, et le cycline E, CDK2. Et lorsqu'il est phosphorylé, il relâche le facteur de transcription E2F, et E2F peut donc activer la transcription de gènes qui sont nécessaires à la phase S. Donc, cette phosphorylation est inhibée par les inhibiteurs de CDK, tels que mentionnés ici. Et presque toutes les cellules cancéreuses montrent une dérégulation de ce checkpoint de G1 à S. Donc, ça peut résulter d'une mutation dans un des 4 gènes qui régule la phosphorylation du RB, donc le gène RB en tant que tel, le CDK4, la cycline D et la P16. Donc, la protéine RB agit comme un gatekeeper à la progression du cycle cellulaire et lorsqu'il est absent, ça permet la prolifération. Ici, c'est un exemple avec le TP53 dont j'ai mentionné tantôt. Donc, P53 joue un rôle important dans le maintien de l'intégrité du génome. Dans une cellule normale, le P53 va être activé lorsque l'ADN est endommagé, comme par la radiation ou par l'hypoxie. Et donc, ça mène à un arrêt du cycle cellulaire en G1 et à la réparation de l'ADN. Donc, l'arrêt du cycle cellulaire est fait par le P21, donc un inhibiteur du CDK, et les gènes responsables pour la réparation, c'est le GAD45 ici que vous voyez. Donc, vu que le cycle est arrêté, ça permet la réparation de l'ADN endommagé. Si la réparation est réussite, le cycle peut continuer. Si c'est un échec, le P53 déclenche l'apoptose ou la sénescence. Donc, les deux cellules au bout ici. Donc, une cellule qui a une perte de fonction du P53 ou des mutations dans ce gène ne va pas arrêter son cycle cellulaire lorsque son ADN est endommagé. Et donc, ces cellules qui sont endommagées génétiquement vont proliférer et donner une tumeur. Donc, le RB, il est responsable d'intégrer tous les signaux qui viennent de l'extérieur,
comme on a vu à la diapo précédente. Puis le P53, ça reçoit surtout des signaux de stress et d'anomalies à l'intérieur de la cellule. Ici, c'est un exemple d'inhibition par contact. Donc, avec la manipulation de différentes lignées de cellules dans des boîtes de pétri, on sait que le contact d'une cellule à une autre fait en sorte qu'il y a une certaine suppression de la prolifération. Donc, cette inhibition par contact n'est pas présente dans certains types de cellules cancéreuses. Donc, un des mécanismes qui est impliqué là-dedans, c'est par le gène NF2 que vous voyez en haut ici. Donc, et qui produit une protéine qui s'appelle Merlin, en bleu en bas. Donc, ici, vous voyez la structure de la protéine qui est divisée en 3 sections et il y a des positions qui sont marquées où il y a possibilité de mutation. Donc, dans une cellule normale qui est inhibée par contact, la merline est déphosphorylée, donc elle est active et s'accumule en conséquence et permet des adhésions intercellulaires qui mènent à l'inhibition du PAC, de la protéine grise ici. Donc, le merline peut aussi être activé par le MYPT1 qui déphosphoryle la protéine. Et lorsqu'il est déphosphorylé, il peut interagir avec le CD44 et inhiber le CD44. Le CD44, c'est une molécule qui permet l'adhésion dans la matrice extracellulaire et les interactions entre les cellules. Donc, les cellules qui prolifèrent, il y aura des intégrines qui vont ancrer la cellule à sa matrice extracellulaire et la stimulation des récepteurs tyrosine kinase, qui sont ici en mauve, va activer la PAK qui mène à la phosphorylation du merline et donc qui lui rend inactif. Il y a aussi cette réaction réciproque avec la RAC1 et la PAK1. Donc, dans une cellule normale, la merline déphosphorylée va supprimer le recrutement du RAC1 à la membrane plasmique pour prévenir l'activation du PAC1. La protéine merline est aussi impliquée dans la voie hypo qui a été caractérisée chez les drosophiles et qui permet d'inhiber la prolifération cellulaire et limiter la taille des organes durant le développement normal. Donc, ça utilise une cascade de kinase qui permet de séquestrer le YAP et donc empêche la transcription de facteurs de croissance. Donc, ces gènes contribuent à la prolifération et à la survie normalement. Et aussi simplement vous dire que merline est aussi impliquée dans la voie mTOR qu'on a vue précédemment en inhibant la protéine PIKL et donc empêcher l'activation du PI3K. Donc, la troisième catégorie, c'est l'activation de l'invasion et métastase. Donc, ça requiert une perte de l'attachement aux autres cellules et à la matrice cellulaire. Donc, ça peut impliquer, par exemple, une perte de la molécule E-cadérine, donc une protéine qui permet l'adhésion cellulaire. C'est un processus qui implique un programme régulateur développemental, donc ça s'appelle la transition épithéliale mésenchymale, donc EMT. Donc, dans le fond, les cellules épithéliales sont des cellules qui adhèrent bien puis qui ont une polarité associée à chaque cellule, tandis que les cellules mésenchymales ont perdu leur polarité et
sont invasifs et migratoires. Donc, l'activation de ce processus, ce programme, est faite par les cellules cancéreuses, puis ça joue un rôle dans l'invasion puis le développement des métastases. Il y a aussi l'expression de plusieurs facteurs de transcription à travers ce processus qui permet d'inhiber l'expression de E-cadérine, donc qui permet notamment la motilité cellulaire. Donc, comme exemple, oui, c'est ça, j'ai illustré la protéine E-cadérine qui médie l'interaction entre deux cellules. Donc, les cellules normales, on arrête la prolifération quand ils sont rendus confluents et que les E-cadérines sont liées et qui aident à la formation des jonctions serrées entre les cellules. Quand les cellules ont une E-cadérine avec perte de fonction ou qu'elle est mutée, elles continuent à proliférer excessivement et il y a une perte d'inhibition par contact de la prolifération. Puis ici, vous avez les étapes d'invasion, dans le fond, qui se passent plus au niveau de l'organe. Donc, ça commence par une invasion locale, donc il y a une intravasation dans le sang et le transit à travers les vaisseaux sanguins. Par la suite, il y a une extravasation, donc des formations de ce qu'on appelle des micrométastases et leur croissance. Donc, la première étape, c'est le relâchement des cellules tumorales, donc la perte de fonction des E-cadérines, soit par mutation ou par expression inappropriée des facteurs de transcription qui suppriment l'expression de E-cadérine. La deuxième étape, c'est la dégradation locale de la membrane basale et le tissu connectif aux alentours. Donc, c'est accompli avec la sécrétion de plusieurs protéases, donc les catepsines, les métalloprotéinases. Donc, ces protéases régulent l'invasion tumorale par le remodelage de la membrane basale et aussi en relâchant des facteurs de croissance dans la matrice extracellulaire. La troisième étape, c'est le changement dans la fixation des cellules tumorales aux protéines de la matrice extracellulaire. Donc, la matrice est modifiée pour favoriser l'invasion. Et finalement, il y a la locomotion ou la migration qui permet d'empiéter sur le cytosquelette et cette migration est médiée par des cytokines qui proviennent des cellules cancéreuses. Il y a aussi la dissémination plus au niveau vasculaire qui peut se faire. Donc, les cellules tumorales sont vulnérables une fois rendues dans les vaisseaux sanguins. Donc, ils ont tendance à s'agréger et former une embolie. Donc, ils se collent à d'autres globules blancs puis à des plaquettes. Et il peut donc s'adhérer à la membrane basale d'un autre organe puis s'extravaser dans un autre organe et le coloniser. Donc, une quatrième catégorie, c'est la réplication, la capacité de répliquer infiniment, dans le fond. Donc, les cellules normales peuvent juste subir un nombre limité de cycles cellulaires, donc environ de 60 à 70 cycles chez les humains. Donc, si ça atteint ce nombre, la cellule passe en mode sénescence, donc elle est viable mais non proliférative. Si elle continue, on dit qu'elle est en crise, puis ça mène à la mort cellulaire. Et lorsque la cellule peut continuer à proliférer, mais échapper à cette crise, elle s'appelle immortalisée. Elle est caractérisée comme immortelle. Donc, les cellules cancéreuses ont besoin de ce pouvoir de répliquer indéfiniment pour générer des tumeurs macroscopiques. Donc, les télomères jouent un rôle important dans cette catégorie car les télomères sont une barrière importante à l'immortalité cellulaire. Leur but, dans le fond, c'est de réduire en taille dans les cellules non immortalisées, perdant éventuellement leur fonction de protection des extrémités de l'ADN.
Et lorsque les bouts de chromosomes sont exposés, car les télomères ont été réduits, il y a la fusion possible de chromosomes qui peuvent mener à des chromosomes dicentriques qui sont instables à la mitose. Les télomères maintiennent aussi maintiennent les chromosomes, mais ils sont aussi absents dans la majorité. Les téloméroses sont absentes dans la majorité des cellules. Elle est fonctionnelle dans la majorité des cellules immortalisées, par contre, incluant les cellules cancéreuses. Et la réactivation de la télomérase permet de conserver les télomères. L'activité de télomérase est aussi corrélée avec l'absence de l'induction de la sénescence ou de la crise cellulaire. Donc, toutefois, l'absence d'activation de la télomérase peut également augmenter l'oncogénèse si l'absence de vérification de l'intégrité de l'ADN n'est pas faite de façon appropriée. Donc, par exemple, avec les gènes P53 qu'on a vu tantôt. Donc, il y a des cycles de bris-fusion pont qui créent des anomalies chromosomiques qui peuvent s'accumuler dans les gènes, puis qui peuvent causer la création du cancer. Donc ici, c'est un exemple de cellules somatiques qui n'expriment pas la télomérase. Donc, les télomères vont réduire en taille éventuellement. Et lorsque le checkpoint est présent avec la P53, la réduction des télomères est interprétée comme des bris à double brin et la cellule devient sénescente. Ça, c'est le cas normal. Lorsque le checkpoint n'est pas présent, donc le P53 ou une autre protéine est absente, les voies menant à la réparation d'ADN sont activées de façon inappropriée, qui peuvent mener à des chromosomes dicentriques. À la mitose, les chromosomes dicentriques sont séparés et vont générer des bris aux deux brins d'ADN, donc qui activent les voies de réparation et mènent l'association aléatoire entre les bris. Et donc, ce cycle peut se répéter plusieurs fois et s'appelle le cycle de bridge fusion breakage, et ça génère une grande instabilité chromosomique et plusieurs mutations. Éventuellement, si la cellule n'exprime pas de télomérase, elle va subir ce qu'on appelle la mitose catastrophique et mourir. Mais si elle exprime la télomérase, ça permet de s'échapper à ce cycle et favorise la survie et la formation de tumeurs grâce à l'accumulation des mutations. Donc, dans certains cancers, il peut aussi avoir une régulation vers la hausse de l'enzyme télomérase. Un autre mécanisme, c'est l'induction de l'angiogenèse. Donc, les cellules cancéreuses, comme toute autre cellule, ont des besoins métaboliques en oxygène et nutriments. Et ils doivent aussi débarrasser de leurs déchets et du CO2. Donc, en temps normal, l'angiogenèse est surtout un processus embryonnaire et il n'est que réactivé dans des situations très spécifiques, comme par exemple la guérison des plaies ou le cycle menstruel. Mais dans les cellules tumorales, l'angiogenèse est presque toujours activée, qui cause la formation, qui cause les vaisseaux qui sont normalement quiescents à développer des nouvelles ramifications et permettent de soutenir à la croissance tumorale. Donc, ces vaisseaux qui sont nouvellement produits sont généralement aberrants, tordus, ramifiés et ne sont pas semblables aux vaisseaux normaux en apparence. Ils ont souvent aussi un flot erratique et ils causent des fuites et des micro-hémorragies. Donc, ce processus s'est activé relativement tôt parce que une masse de cellules au-delà de 3 mm ne peut pas survivre sans sa propre circulation. Donc,
ici, c'est un exemple pour montrer que la création de nouveaux vaisseaux qui a deux fonctions, donc fournir les nutriments et l'oxygène, et aussi permettre la croissance des cellules tumorales adjacentes en stimulant leur croissance avec la sécrétion des facteurs de croissance. Donc, l'angiogenèse est notamment contrôlée par le VEGF, donc ici, on le voit ici, donc un facteur pro-angiogénique qui a 3 récepteurs différents. Donc, ça peut être régulé positivement s'il y a de l'hypoxie, donc s'il y a un manque d'oxygène, ou par des signaux oncogènes. Donc, le facteur que vous voyez ici, le HIF-alpha, c'est Hypoxia Induced Factor. Donc, c'est un facteur de transcription sensible à l'oxygène qui est produit continuellement dans les cellules normales, sauf qu'il y a une protéine qui s'appelle la protéine von Hippel-Lindau, donc le PVHL que vous voyez ici, qui se lie et qui mène à son ubiquitination et donc la destruction de ce facteur de transcription. Normalement, il transcrirait le gène VEGF qui cause l'angiogenèse. Donc, dans certains cancers, la protéine PVHL, elle est mutée et donc elle ne peut pas causer la dégradation de ce facteur de transcription. Il y a aussi des inhibiteurs d'angiogenèse comme la thrombospondine 1 qui peuvent inhiber le processus d'angiogenèse tumorale. Aussi, il y en a d'autres comme l'angiostatine puis la endostatine, que leur synthèse est normalement induite par la P53. Donc, la dernière catégorie, c'est la résistance à la mort cellulaire, donc dans le fond à l'apoptose. Donc, les signaux d'apoptose, ça résulte des débalancements entre lorsqu'il y a des niveaux élevés de signaux d'oncogènes et de dommages d'ADN associés avec l'hyperprolifération. Donc, le contrôle de l'apoptose, c'est un processus avec plusieurs régulateurs et effecteurs. Donc, c'est un processus qui est contrôlé et organisé. Donc, il y a plusieurs régulateurs puis des effecteurs dans ce processus. En gros, il y a deux voies. La voie extrinsèque avec le CD95 à gauche ici, puis la voie intrinsèque à droite ici. Donc, il y a le récepteur FAS ici et son ligand que lorsqu'il lie, cause une trimérisation du récepteur et ses domaines cytoplasmiques. Donc, ça attire une protéine adapteur, la FADD, donc le DD, c'est Death Domain. Et cette protéine, mais ce adapteur recrute la procaspase 8. La procaspase 8 est activée par un clivage en des plus petites sous-unités qui génèrent la caspase 8. Lorsque la caspase 8 est active, elle va activer la caspase 3, qui est celle qui exécute et qui clive l'ADN et les autres substrats et cause la mort cellulaire. La voie intrinsèque passe par la mitochondrie et c'est déclenché par plusieurs stimuli comme le stress, la radiation ou d'autres stresseurs physiologiques. Donc, l'activation de cette voie, ça mène à la perméabilisation de la membrane externe de la mitochondrie. Et donc, il y a relâchement des molécules comme la cytochrome C qui initie l'apoptose. En fait, la membrane externe de la mitochondrie contient des protéines pro- et anti-apoptotiques
qui appartient à la famille BCL2. Donc, les protéines pro-apoptotiques sont le BAX et BAC que vous voyez ici. Et les actions qui sont inhibées par ces protéines, donc les protéines anti-apoptotiques, sont le BCL2 et le BCLXL. Donc, il existe aussi un troisième groupe de protéines qui régule la balance entre les protéines pro- et anti-apoptotiques. Et donc, le cytochrome C qui va se retrouver maintenant dans le cytosol va se lier à cette protéine APAF1 et activer la caspase 9 par clivage. Et lorsque la caspase 9 est clivée, elle induit l'activité de la caspase 3. Donc, il y a des exemples dans certains cancers, des leucémies, par exemple, où le BCL2 peut protéger les cellules tumorales de l'apoptose car il y a une translocation qui cause une surexpression de la protéine BCL2. Donc, c'est une protéine anti-apoptotique, donc qui va prévenir l'apoptose. Puis, donc, ça favorise la prolifération et le maintien des cellules cancéreuses. Il y a aussi des mécanismes où il y a des niveaux réduits de ce récepteur, le CD95, donc qui pourrait rendre la tumeur moins susceptible à l'apoptose. Donc ça, c'est en fait un résumé des processus qu'on vient de voir, mais il y en a d'autres qui existent bien sûr. Puis vous voyez bien qu'il y a des flèches entre les boîtes, donc c'est pas parce qu'un processus appartient à une catégorie qu'ils ne peuvent pas être impliqués dans d'autres. Donc, en gris, on a les processus qui affectent la motilité cellulaire et le regain de la capacité des cellules à migrer. Donc, ça sous-tend le processus d'invasion et de métastase. En vert, c'est les circuits prolifératifs qui permettent la réplication cellulaire. En bleu, c'est le circuit de viabilité, donc c'est les pertes des mécanismes d'apoptose qui permettent de soutenir la croissance malgré les dommages cellulaires comme le BCL2 qu'on voit ici. Puis en rouge, il y a les circuits d'arrêt de croissance, donc les pertes des vérifications qui permettent au cancer de croître sans régulation. Donc, par exemple, le P16, le P21. Donc, en plus de ces 6 catégories, il y a d'autres caractéristiques qui favorisent aussi la survenue d'un cancer. Il y a l'instabilité génomique et les mutations qu'on va discuter plus tard. Il y a l'inflammation qui peuvent apporter des facteurs qui contribuent à la croissance tumorale. Donc, c'est plus un processus immunologique. Et il y a d'autres thèmes qui sont de mieux en mieux étudiés et qu'on reconnaît maintenant qui fait partie de l'oncogénèse. Donc, il y a la dérégulation de l'énergie cellulaire. Donc, il y a de plus en plus de preuves que les cellules cancéreuses peuvent modifier leur métabolisme intracellulaire pour s'adapter et supporter la prolifération. Donc, on sait déjà que les cellules cancéreuses consomment environ 20 fois plus de glucose que les cellules normales. Donc, ça, c'est une modification de base, mais il y en a d'autres aussi. Il y a aussi l'évitement de la destruction par le système immunitaire. Donc, il évite des processus de destruction de cellules anormales qui sont normalement détruites par les lymphocytes et les macrophages du système immunitaire. Oui. Ça, c'est simplement en lien avec la dérégulation de l'énergie cellulaire. Donc, il y a ce qu'on appelle l'effet Warburg, que dans le fond, c'est un concept qui décrit l'utilisation excessive ou un haut taux de glycolyse chez les cellules cancéreuses.
suivi de la fermentation de l'acide lactique et qui permet de survivre dans des conditions hypoxiques, donc lorsqu'il y a une baisse d'oxygène. Contrairement aux cellules normales qui ont un taux relativement bas de glycolyse et qui favorisent la voie d'oxydation du pyruvate dans la mitochondrie. Donc, il y a plusieurs joueurs, on peut dire, dans la formation du cancer et de la tumeur. Donc, il y a les oncogènes qui facilitent la transformation maligne en stimulant la prolifération ou qui inhibent l'apoptose. Il encode aussi des protéines qui sont impliquées dans des voies de signalisation ou de prolifération cellulaire, des facteurs de transcription qui contrôlent l'expression des gènes promouvant la croissance et des inhibiteurs de l'apoptose. Donc, c'est souvent issu d'une mutation de gènes qui fonctionne normalement dans le génome, donc les proto-oncogènes, et qui peuvent maintenant démontrer une activité excessive. Il y a les gènes suppresseurs de tumeurs et les gènes, ils sont souvent responsables d'inhiber la prolifération. Et il y a deux types, il y a les gatekeepers puis les caretakers. Donc, les gatekeepers, ils contrôlent la croissance cellulaire et la survie. Et ils bloquent le développement tumoral en introduisant des points de contrôle, donc des checkpoints, comme on a vu tantôt dans le cycle. Et ils peuvent aussi favoriser l'apoptose. Les caretakers, ils protègent l'intégrité du génome. Ils ont plusieurs fonctions comme la détection et la réparation des mutations et dans le processus de disjonction normalement dans la mitose. Donc, comme on vient de voir, il y a plusieurs caractéristiques qui sont nécessaires pour permettre la survenue d'un cancer, mais ça ne survient pas tous dans un même temps. Donc, en général, la création de tumeurs, c'est un processus qui est long dans le temps, donc qui est séquentiel, et où différents changements génétiques s'accumulent. Donc, c'est plusieurs événements successifs qui permettent aux cellules de gagner les caractéristiques qu'on vient de décrire et qui lui confèrent donc une certaine malignité. Donc, certains types d'événements peuvent favoriser l'instabilité génomique qui permet l'accumulation plus rapide de nouvelles caractéristiques par la suite. Donc, les grands événements d'instabilité génomique doivent cependant échapper au processus d'apoptose et aux vérifications de l'intégrité du génome par les gènes suppresseurs de tumeurs. Donc, dans la majorité des cancers, il existe une clonalité, donc une population de cellules avec des caractéristiques initiales similaires. Donc, c'est des sous-groupes de cellules qui vont développer des caractéristiques qui sont propres à eux et qui ne seront pas présentes dans toutes les cellules du cancer. Donc, c'est un processus qui est important car ça va changer la façon, les stratégies thérapeutiques parce qu'un sous-groupe, donc un clone de cellules peuvent réussir à résister certains mécanismes de traitement et donc contribuer à la récurrence du cancer. Et plus la prolifération va accélérer, plus les mutations vont accumuler rapidement et certaines populations de cellules vont diverger et peuvent avoir différents types de clones au sein d'un même cancer. Donc, l'hypothèse de Knudsen ou le two-hit hypothesis, c'est l'hypothèse centrale dans l'oncogénèse. Donc, la majorité des oncogènes ou les gènes suppresseurs de tumeurs deviennent pathologiques dû à une perte de fonction de leurs deux allèles.
Donc, plutôt que de survenir au même moment, car c'est improbable que deux allèles se mutent au même moment, c'est les événements d'accumulation qu'on vient de voir qui se fait au fil du temps. Donc, une cellule va acquérir une mutation dans un des deux allèles, mais conserver une fonction normale. Lorsqu'une deuxième mutation survient dans le deuxième allèle, c'est à ce moment qu'il y a un bris des mécanismes cellulaires et donc subséquemment une promotion de l'oncogénèse. Donc, avec la prolifération, toutes les cellules issues de la cellule initiale mutée auront le même changement et vont accumuler dans le temps. Il existe des exceptions à cette hypothèse, comme pour certains gènes, l'aplomb est suffisant pour altérer les mécanismes de régulation cellulaire et favoriser le développement du cancer. Et cette hypothèse va aussi aider à comprendre plus vers la fin de cours qu'on va parler des syndromes de prédisposition au cancer. Un exemple de cette hypothèse, c'est lorsque une personne a le gène RB muté dans sa lignée germinale, il va naître avec ça, mais ça ne va pas prendre longtemps pour qu'il acquiert une autre mutation dans l'autre allèle de RB, et donc il va développer le rétinoblastome, qui est un cancer de la rétine. Donc, ceux qui héritent une mutation de la lignée germinale sont au début hétérozygotes pour RB, mais il y a une perte de cette hétérozygosie, puis développement du cancer. Ça, c'est un autre mécanisme qui illustre comment l'instabilité génomique peut favoriser le cancer. Donc, comme on a vu, les mutations ponctuelles sont un mécanisme fréquent dans la perte de fonction des protéines. Donc, certains mécanismes sont rares ou n'existent presque pas dans la génétique, mais peuvent se retrouver dans le processus de l'oncogénèse. Donc, ça, c'est un cas classique et ça s'appelle le chromosome de Philadelphie, car ça a été découvert là-bas. Donc, c'est la translocation 922. Donc, qui est associée à une leucémie myélocytaire chronique, la LMC. Donc, cette translocation, ça crée un gène de fusion. Donc, vous voyez ici qu'il y a une partie du 22 qui se retrouve dans le chromosome 9. Donc, ça crée un gène de fusion qui s'appelle le BCR-ABL, donc la partie du 9 qui se retrouve dans le 22. Donc, ce gène de fusion, ça agit comme si c'était une seule protéine, dans le fond. Ils ont le même promoteur et c'est lors de la transcription et la traduction, c'est fait comme si c'était, les processus sont faits comme si c'était une seule protéine. Le gène ABL, c'est un récepteur tyrosine kinase qui est important dans la prolifération cellulaire. Et la translocation change la régulation de l'activité de ce récepteur. Et donc, le récepteur, lorsqu'il est fusionné avec la partie BCR, n'a plus besoin de signal pour être activé. Donc, il devient constamment actif et ça résulte dans des cascades d'événements qui impliquent notamment la voie RAS qu'on a vue tantôt et la voie MYC qu'on va voir tout à l'heure. Ouais, là. Donc, ici, c'est un exemple de la protéine MYC. Donc, c'est un autre exemple qui est classique et le phénomène de l'amplification de c-MYC est présent dans plusieurs leucémies également. Donc, ici, c'est un fiche et on voit qu'il y a plusieurs cellules dont les noyaux sont en bleu.
Et le gène CMYC peut se retrouver en multiples copies. Tout ce que vous voyez en rouge représente le MYC. Et il est en dehors du chromosome 8, qui est sa place normale, le chromosome 8 étant les points verts que vous voyez. Donc, à l'intérieur de chaque noyau, vous voyez bien qu'il y a deux points verts représentant les deux chromosomes 8. Cependant, le rouge qui est MYC et qui devrait se retrouver dans le chromosome 8 est un peu partout et dans plus grande quantité. Donc, cette amplification peut se retrouver sur ce qui est appelé double minutes, donc double minute. Donc, c'est des petits fragments de chromosomes que vous voyez ici qui sont pointés par les flèches, qui sont visibles sur le karyotype. Et l'importance du CMYC, c'est qu'il est impliqué dans la transcription des gènes qui sont responsables de la prolifération cellulaire. Donc, lorsqu'il y a multiples copies de CMYC, ça permet l'amplification de la transcription de ces gènes et donc promouvoir la prolifération. Donc, le low mix, c'est en fait la situation normale. Ça permet l'expression de certains gènes reliés à la prolifération, mais pas dans une quantité anormale, qui est le cas lorsqu'il y a trop de MYC. Ça, c'est juste pour vous montrer la diversité des anomalies chromosomiques qui peut survenir dans le cadre d'un processus tumoral. On appelle ça un karyotype spectral parce que vous voyez que les couleurs, ce n'est pas les couleurs normales. Donc, il y a plein d'événements complexes qui peuvent survenir dans le cancer. Donc, des délétions, des monosomies, des trisomies, des translocations, des inversions. Et dans le cas des leucémies, plus le karyotype est complexe, comme on le voit ici, plus le pronostic est mauvais en général. Est-ce que vous voulez prendre une pause ou on continue? OK, je vais le fermer dans 5 secondes. Il y a 3 personnes qui n'ont pas voté. OK, on va prendre une pause de 10 minutes, donc on revient à 10.
OK. Donc, vous m'entendez? Oui. Ah, OK, parfait. OK. Moi, j'aurais une question de la première partie, si ça vous dérange pas. Oh non, pas du tout. Quand on a parlé des télomères qui Oui, pouvaient disparaître sans l'activité de la télomérase, oui. puis on a vu un exemple avec justement des cellules somatiques qui étaient saines versus cancéreuses. Mhm. Puis on a vu l'espèce de cycle qui se produit sans télomérase, mais il y avait une cellule tumorale en bas à droite, puis il y avait une activité de la télomérase. C'est comme si Oui, elle refaisait les oui, télomères. justement, la télomérase est super importante pour les cellules cancéreuses parce que ça leur permet de maintenir leur télomère et donc de continuer d'avoir des cycles réplicatifs à l'infini comparé à une cellule normale qui va avoir un, un shortening, une réduction progressive de ses télomères et donc va être limitée à environ 60 à 70 cycles, tandis qu'une cellule cancéreuse va acquérir son activité de télomérase par un mécanisme quelconque qui va lui permettre de continuer. OK, donc l'activité était absente au début, puis elle revient dans les cellules cancéreuses. Oui, c'est ça. OK, merci. OK. Ouais. Donc, on était rendu à la chromotripsie. La chromotripsie, c'est un des phénomènes, un événement en fait catastrophique qui peut survenir. Donc, c'est lorsque les chromosomes se fragmentent en dizaines ou en centaines de petits fragments. Puis ensuite, ils sont réassemblés du mieux que la cellule peut faire, mais vu que c'est dans tellement de petits, c'est fragmenté dans des dizaines ou des centaines de fragments, c'est généralement pas très bien assemblé par la suite. Donc, ce type d'événement, ça peut être létal pour la cellule, mais si certains mécanismes sont impliqués dans l'apoptose ou des points de contrôle dans le cycle cellulaire sont altérés, la cellule peut quand même poursuivre sa réplication, généralement de manière un peu erratique. Donc, à un moment donné, il y a des événements catastrophiques cellulaires et lorsque la prolifération est très accélérée et les mécanismes d'ADN, de réparation d'ADN vont essayer de réparer, mais ça ne va pas toujours fonctionner. Normalement, la cellule devrait mourir, mais elle ne meurt pas. Donc, lorsqu'il y a l'ADN est endommagé, ils peuvent avoir plusieurs avenues qui peuvent être poursuivies. Donc, les dommages peuvent être réparés par la machinerie qui ont le rôle de la réparation de l'ADN. Ils peuvent tolérer un certain dommage. Ils peuvent activer un point de contrôle cellulaire qui résulte dans l'interruption du cycle cellulaire jusqu'à ce que les dommages soient réparés. Ou si les dommages sont suffisamment importants, la cellule peut se diriger vers l'apoptose. Donc, les dommages à l'ADN peuvent provenir de plusieurs sources. Il peut y avoir simplement des erreurs dans la réplication et plusieurs de ces erreurs peuvent survenir de façon un peu aléatoire car la polymérase n'est pas fidèle à 100%. Donc, il peut y avoir l'exposition à des stresseurs cellulaires comme des dérivés réactifs de l'oxygène, les ROS, la radiation, donc la lumière UV, des phénomènes comme la désamination qu'on a vu au cours précédent ou l'alkylation, ou exposition à des agents carcinogènes qui sont plus de nature exogène et qui induisent des bris double brin. Il y a aussi la radiation ionisante. C'est plus de nature exogène qui peuvent provenir comme par exemple de la fumée de cigarette. Donc, selon le type de bris d'ADN, les mécanismes de réparation vont varier.
Donc, il y a le MMR qui est le Mismatch Repair, donc la réparation des mauvais appariements. Il y a le NER qui est le Nucleotide Excision Repair, donc la réparation par excision des nucléotides. Le BER qui est Base Excision Repair, donc on répare par l'excision de la base. Et il y a le HR qui est le NHEG qui est la recombinaison homologue, puis la recombinaison non homologue. Il y a certains comme le photolyase, le UVER et le MGMT qui sont moins étudiés. Par exemple, le MGMT, ça permet d'enlever la méthylation erronée sur les guanines. Mais on va discuter ceux qui sont plus importants. Donc, ici, c'est simplement à guise d'exemple pour montrer que l'ADN polymérase a un taux d'erreur. Et il y a différents types d'ADN polymérase qui interviennent dans mais qui ont différents rôles. Ceux qui sont impliqués dans la réplication normale, qu'on peut dire, sont les ADN A, D et E, donc alpha, delta et epsilon. Et les autres sont impliqués dans d'autres processus de réplication, mais dans différents contextes. Ici, c'est simplement des exemples des toxines qui peuvent endommager l'ADN. Donc, plusieurs de ces toxines, comme le cisplatin, le cyclophosphamide, sont même utilisés en chimiothérapie dans le but d'induire des dommages à l'ADN de la cellule cancéreuse. Et d'autres, dans le fond, comme les amines aromatiques ou les hydrocarbones polycycliques sont retrouvés dans l'environnement ou dans les polluants comme les feux de la forêt. Donc, la reconnaissance des mismatchs, ça se fait par la protéine MUT-S, donc c'est un homodimère et c'est la façon de le voir, c'est comme une pince. Donc, le MUT-S, c'est un gène caretaker. Donc, ici, dans l'image A, on voit qu'avant qu'il fasse la réparation, il a une conformation particulière dès le départ. Donc, s'il n'est pas sur l'ADN, les doigts sont non structurés et ouvertes et les sites de liaison à l'ATP sont dimérisés. En B, il reconnaît la présence d'un mismatch. Donc, l'homodimère lie à l'ADP et se lie autour de l'ADN pour s'ancrer au site de mismatch. Il y a comme un wedge de phénylalanine puis glutamine qui est représenté par les pouces ici, qui permet de s'ancrer sur le sillon mineur du duplex. Donc, la protéine va s'ancrer sur l'ADN pour que l'ADN se retrouve entre les doigts et le pouce, le wedge. Puis, en C, il y aura l'échange d'ADP en ATP qui permet un changement de configuration, donc qui permet de libérer l'ancrage au niveau des pouces, donc au niveau du wedge, mais qui laisse les doigts de l'homodimère refermés sur le mismatch, mais en fait refermés sur l'ADN, autour de l'ADN. Et donc, la pince peut alors transloquer sur l'ADN dans une direction ou dans l'autre. Donc, de façon plus détaillée, ce schéma représente comment la réparation est corrigée. Donc, le triangle rouge que vous voyez ici en haut, ça représente le mauvais appariement. Donc, le processus commence par la reconnaissance de ce mauvais appariement. Donc, le complexe qu'on vient de voir, MUT-S, ici, il est juste indiqué comme MUT-S alpha. Ils comprennent deux gènes, MSH2 et MSH6, qui se lient au mismatch par le mécanisme qu'on vient de voir. Donc, MUT-S alpha va recruter le ligand,
le MUT L-alpha, qui va lui permettre d'augmenter sa discrimination entre les hétéroduplex, donc c'est-à-dire les bases non matchées, et les homoduplex, donc les bases qui sont bien appariées. Certains de ces pinces vont aller en aval et d'autres vont aller en amont. Donc, les pinces qui iront en amont vers 5', donc va rencontrer le facteur de réplication C. Donc, RFC, c'est Replication Factor C. Et le déplacer et recruter l'exonucléase 1, donc qui est le triangle vert ici. L'exonucléase 1 va dégrader le brin de 5' vers 3' avec une stabilisation par la protéine RPA. Donc, c'est Replication Protein A. Donc, lorsque le mismatch est retiré, l'exonucléase n'est plus stimulée par la MUT S-alpha et elle va être inhibée par le ligand, donc le MUT L-alpha. Donc, par la suite, la polymérase delta va se charger à lier à la molécule PCNA, ici, et remplir le trou qui a été créé par l'excision. Et l'ADN ligase va ensuite venir lier les deux segments d'ADN. Si les pinces vont en aval, donc vers le 3', ils vont rencontrer une molécule de PCNA, donc en orange ici. Il y aura par la suite recrutement et activation de l'exonucléase qui va conduire à la dégradation entre le point de rencontre et le lieu de mismatch. Donc, ça peut parfois demander plusieurs exonucléases successives. La RFC prévient la dégradation dans la direction 3', mais en fait dans la direction 5' vers 3'. Donc, c'est pour ça son rôle est un peu différent dans ce cas-ci. Et une fois que le mismatch est retiré, l'activité de l'exonucléase est inhibée par RPA et le MUT-L. Et le trou est comblé par l'ADN polymérase delta et la ligase vont lier les deux brins ensemble. Donc ici, c'est un autre mécanisme de réparation d'ADN, donc la réparation par excision des nucléotides de bulky lesions, donc des lésions saillantes à l'ADN. Donc, il y a deux sous-voies de réparation. Il y a le Global Genome Repair, donc la réparation génomique globale, qui demande certains facteurs à lui et qui va retirer les dommages dans tout le génome. Puis, il y a le Transcription Coupled Repair, le TCR, qui retire que les dommages dans les brins des gènes actifs. La principale différence entre les deux, c'est au niveau des voies de reconnaissance de l'anomalie. Donc, le GGR va nécessiter les 4 protéines que vous voyez ici, tandis que le TCR va être initié par l'ARN polymérase 2, qui se retrouve bloqué lorsqu'il y a une lésion saillante au niveau de l'ADN, et ça requiert également le CSA et le CSP. Donc, une fois que les complexes qui sont nécessaires à reconnaître l'anomalie vont être recrutés, il y aura par la suite le recrutement de le TF2H, qui est le Transcription Factor 2H. Donc, la relâche, et ça va permettre la relâche de certains de ces facteurs qui ont détecté, mais qui ont reconnu l'anomalie au début. TF2H a deux sous-unités, le XPB puis le XPD, qui agissent comme des hélicases, donc qui
déroule l'hélice d'ADN qui est autour de la lésion. Il y a par la suite liaison de XPG et XPA, qui est aussi attaché à RPA au site endommagé. Donc, XPA puis RPA vont vérifier si le complexe est correctement assemblé et qui vont permettre l'incision au niveau du brin endommagé. Donc, ce que vous voyez en orange assure que l'assemblage de toutes ces protéines est bien fait pour permettre l'incision. La liaison de XPF avec ERCC1 puis XPG vont permettre de couper. En fait, XPF va couper en 5', puis XPG va couper en 3'. Donc, ça va permettre de retirer environ 24 à 32 nucléotides et il y aura synthèse par la suite de l'ADN par la polymérase qui sont indiquées ici, donc delta, epsilon, et liaison par la ligase. L'image à droite illustre en fait la même chose, mais je l'ai simplement mis parce que c'était plus beau. Donc, ici, c'est un autre mécanisme de réparation par excision de base. Donc, c'est un système qui répare principalement des lésions non saillantes, donc qui ne sont pas bulky, contrairement à la diapo précédente. Donc, ces dommages proviennent surtout des transformations spontanées de base, comme la désamination, ou des produits endogènes comme les dérivés réactifs de l'oxygène. Ça peut aussi remplacer les bases incorrectes, comme par exemple l'uracile, ou qui sont endommagées par une méthylation ou une oxydation. Donc, pour cette méthode, il y a plusieurs variations. On n'ira pas dans les détails, mais grosso modo, ils suivent approximativement toutes les mêmes étapes. Donc, il y a la reconnaissance et la retrait d'une base qui est incorrecte ou endommagée. Donc, ce retrait se fait par une ADN glycosylase et ça crée un site sans base, sauf que ça laisse la déoxyribose et le phosphate. Il y a par la suite une incision au niveau du site abasique par une endonucléase. Puis, dans un deuxième temps, on retire le fragment qui reste de sucre par une lyase ou une phosphodiestérase. Par la suite, il y a un nettoyage des extrémités par plusieurs enzymes, notamment la polymérase. Et c'est une étape qui peut varier selon le mécanisme qui a généré le dommage à l'ADN. Et l'ADN polymérase, à la fin, va remplir le trou. Et oui, c'est pas mal ça. Ici, le SP, c'est lorsque une seule base est réparée. Puis LP, c'est long patch. Puis SP, c'est single patch. Donc, le long patch, c'est lorsqu'il y a 2 à 8 nucléotides qui sont remplacés pour réparer la base qui est endommagée. Okay. OK, donc ici, c'est la recombinaison homologue. Juste concentrez-vous sur la partie à droite ici. À gauche, c'est la recombinaison non homologue qu'on verra dans les diapos par la suite. Donc, la recombinaison homologue, c'est un mécanisme qui est utilisé lorsque il y a un bris dans les deux brins. Mais c'est un mécanisme qui a besoin d'un modèle, donc un template, pour pouvoir opérer. Donc, il peut juste survenir lorsqu'il y a une copie homologue du chromosome.
donc en phase S ou G2 du cycle cellulaire. Mais vu qu'il utilise un template, c'est un processus sans erreur pour la réparation d'ADN comparativement à la recombinaison non homologue qui n'utilisera pas de modèle et donc qui est plus susceptible à des erreurs. Donc, le processus général, ça implique la conversion du bris double brin en deux extrémités simple brin au niveau 3' que vous voyez plus facilement dans l'image à droite ici. On voit que les bouts 3' ici sont rendus simple brin par la protéine RPA, donc Replication Protein A. Donc, il y a interaction avec RPA avec les protéines MRN, qui est en fait un groupe de protéines. Et il y a une résection qui est effectuée par l'activité de l'exonucléase 1 et l'hétérodimère DNA BLM. Donc, ouais. Par la suite, il y a un déplacement de RPA par la RAD51 qui est opéré par des médiateurs. Donc, entre guillemets, ce que vous voyez, c'est les protéines médiateurs qui opèrent le RAD51. Par la suite, il y a invasion de l'extrémité simple brin dans la molécule d'ADN homologue pour permettre la synthèse par la suite. Donc, si dans une cellule somatique, la prédominance serait d'utiliser le type SDSA, qui est pour Synthesis Dependent Strand Annealing. Donc, dans le fond, c'est une synthèse qui dépend de l'appariement des bases, mais à la différence de la jonction double Holiday qui arrive lorsqu'il y a un crossover. Donc, le SDSA, il n'y a pas de crossover. C'est simplement un déplacement du brin synthétisé. Puis, une fois que le processus est complété, il y a un réappariement des bases et après la relâche du RPA à l'extrémité. Donc, si la cellule est en méiose, là, il y aura la synthèse d'ADN et la ligation qui vont former une double jonction Holiday qui implique des événements de crossover. Et la résolution de la double jonction va se faire par des protéines qui s'appellent les résolvases. Si le processus n'arrive pas à terminer de façon appropriée, notamment s'il y a échec de déplacement des nouveaux brins ou pas d'attachement à la deuxième extrémité du brin cassé, le processus peut être sujet aux erreurs, comme illustré ici, le dernier exemple. Donc, dans le fond, tous ces gènes sont importants pour qu'une réparation se fasse de façon adéquate. Puis, peut-être vous connaissez le gène BRCA1 qui était rendu populaire par Angelina Jolie lorsqu'elle a décidé d'avoir une double mastectomie parce que c'est une mutation qui est héréditaire mais dans sa famille puis dans plusieurs familles et qui peut rendre les gens susceptibles au cancer de sein et de l'ovaire. Donc, là, ici, c'est la recombinaison non homologue, donc non-homologous end joining. Donc, c'est un processus qui est favorisé lorsqu'il y a des bris double brin, mais que le chromosome homologue est absent. Ils ne peuvent pas servir de modèle de réplication. Donc, vu que le chromosome homologue est absent, cette méthode est plus susceptible à des erreurs. Puis, en grand résumé, il y a la liaison des protéines KU. En fait, il y a deux types. Il y a le KU70 et le KU80.
qui se lie aux extrémités du bris, puis à l'utilisation de polymérases, des nucléases et des liases pour lier le tout. Donc, selon le processus, ça peut résulter dans une délétion avec ou sans addition du matériel, comme on voit ici. Donc, à droite ici, c'est juste les types de bris à double brin qui peuvent arriver, qui peuvent survenir. Et ce n'est pas tout le temps des doubles bris coupés flush. Ça peut être en angle. Donc, un peu plus en détail ici. Donc, le processus de recombinaison non homologue débute par la formation de l'hétérodimère, donc les deux protéines KU, aux extrémités double brin. Donc, il y a le processus de synapsis qui va lier ces protéines, donc qui inclut aussi l'ADN polymérase et la ligase. Donc, la liaison de ces protéines va permettre un processing des extrémités pour permettre la future liaison et ça implique plusieurs polymérases et toutes ces protéines que vous voyez à l'écran ici. La polymérase peut ajouter des nucléotides pour remplir des trous et rendre plus facile la liaison subséquente par la ligase. Puis la DNA PKC peut enlever des bases des extrémités pour exposer des régions complémentaires qui peuvent rendre la liaison plus facile également. Et finalement, la liaison se fait par la ligase, comme vous voyez ici, c'est la ligase 4. Ici, du côté B, on illustre que le processus est flexible et peut varier. Donc, l'activité, vous voyez ici que les flèches vont dans les deux sens, donc ce n'est pas quelque chose qui est séquentiel, mais plutôt dynamique. Donc, l'activité de la polymérase peut arriver à n'importe quelle extrémité libre. Même chose pour les nucléases. Et la liaison d'un brin puis le remplissage d'un trou par la polymérase peut aussi être un processus plus dynamique. Donc, la recombinaison homologue, c'est un processus qui est un peu... la cellule essaye de se sauver. C'est un processus dans lequel la cellule essaye de se sauver lorsqu'il y a une catastrophe, dans le fond. C'est pour ça que ce n'est pas aussi organisé que la recombinaison homologue. Ici, c'est juste pour vous montrer qu'il existe plusieurs exemples de possibilités de traitement des extrémités avant la liaison. Donc, différents types de bris et les différents mécanismes peuvent être impliqués de différentes manières selon le type de bris. Donc, lorsqu'il y a un bris dans l'ADN, la cellule aura en fait un choix à faire pour un peu choisir quel mécanisme par lequel elle aimerait réparer l'ADN. Donc, il y a des protéines qui sont impliquées dans la détection de s'il y a homologie ou non, parce que ça va permettre de diriger vers quel type de mécanisme on va choisir. Donc, de façon générale, la recombinaison non homologue, on a moins besoin d'enlever des nucléotides, mais ces nucléotides sont perdus. Et ça dépend aussi de la présence ou non de régions d'homologie, ainsi que la présence ou non d'une résection extensive pour la réparation. Donc, la recombinaison non homologue ne demande pas de résection extensive versus les mécanismes par homologie qui demandent une plus grande résection. Ici, ils ont divisé les mécanismes par recombinaison homologue
un peu en trois, dans le sens que le SSA, c'est le Single Strand Annealing, et ici, le alpha EG, c'est le alpha end joining. Donc, c'est utilisé pour des plus petites homologies, qu'il appelle des micro-homologies. Mais les plus importants, c'est les deux à l'extrémité que vous voyez. Donc en général, il y a plusieurs variants dans les gènes qui peuvent être impliqués dans l'oncogenèse. Donc, ce qu'on vient déjà de voir, donc le P53, le rétinoblastome, le BRCA1. Donc, c'est des protéines qui sont impliquées dans la réparation de l'ADN. Puis si on revient sur l'hypothèse de Knudsen, le two-hit hypothesis, donc dans un développement de cancer sporadique, donc sans syndrome de prédisposition, les deux coups surviennent au fil du temps. Donc il faut attendre un certain temps pour avoir la première mutation, puis encore un certain temps avant d'avoir la deuxième mutation dans le même gène, dans la même cellule. Dans le cas de prédisposition au cancer, toutes les cellules héritent d'une variation dans un gène important pour l'oncogenèse dès la fécondation. Donc, il faut moins de temps avant de rencontrer une deuxième mutation dans le même gène, car de un, toutes les cellules ont le premier changement, au contraire du modèle précédent où il y a juste une ou une sous-groupe de cellules qui ont le changement. Et la deuxième raison, c'est qu'il n'y a pas d'attente avant d'avoir le premier changement parce que la personne est née avec le changement, c'est héréditaire, c'est présent dès la fécondation. Donc, le laps de temps est moins grand. Ce qui explique la plus grande probabilité ou de chance d'avoir le cancer avec les syndromes de prédisposition qu'un cancer sporadique. Donc, ici, c'est simplement pour illustrer une grande partie des syndromes de prédisposition au cancer. Donc, en fonction du gène qui est impliqué et du mécanisme, différentes susceptibilités au cancer de différents organes peuvent arriver. Donc, vous voyez qu'il y a toute une panoplie de types de cancers qui peuvent être induits par des mutations dans différents gènes impliqués dans la réparation de l'ADN. Puis finalement, juste un exemple qui illustre le syndrome de prédisposition au cancer. Donc, le gène APC que vous voyez ici, vous voyez la protéine, elle code pour une protéine qui contrôle le niveau de bêta-caténine. Bêta-caténine a deux fonctions. Elle est liée à la portion cytoplasmique de eukadérine et elle peut aussi aller dans le noyau, comme vous voyez dans l'image B, et activer les gènes pour la prolifération. Donc, la bêta-caténine, ça fait partie de la voie de signalisation de Wnt, WNT ici, qui a été découvert chez la drosophile et qui est appelé ainsi parce que ça veut dire wingless. Et en fait, il y a un prix Nobel qui a été gagné pour la découverte de cette voie. Donc, cette voie, c'est assez important parce que ça permet la prolifération cellulaire. Wnt, en fait, c'est une protéine soluble qui induit la prolifération cellulaire lorsqu'il est lié à son récepteur. Donc, il transmet des signaux qui empêchent la dégradation de la bêta-caténine et donc qui permet à la bêta-caténine d'aller au noyau et agir comme activateur transcriptionnel avec cette molécule TCF. Donc, les cellules qui ne sont pas en prolifération, comme dans l'image A, ne sont pas exposées à Wnt et donc la bêta-caténine est dégradée par le complexe APC. Lorsque l'APC est perdu, donc s'il est muté ou il a perdu sa fonction,
bêta-caténine n'est pas dégradée, donc il y a une signalisation inappropriée de la voie Wnt. Donc ici, on voit qu'il n'y a pas de ligand lié à son récepteur, mais bêta-caténine agit toujours comme un activateur transcriptionnel pour les gènes de prolifération. Donc, ça transcrit des gènes comme la cycline, qui favorise le cycle cellulaire, et aussi des protéines qui s'appellent Twist et Slug, qui répriment l'expression de la E-cadérine, donc qui réduit l'inhibition par contact. Donc, dans le fond, APC agit comme un gène suppresseur de tumeur. Donc, pourquoi il est nommé APC? C'est parce que ce gène est impliqué dans ce qu'on appelle adenomatous polyposis coli. Donc, c'est lorsqu'une personne est née avec un allèle muté, elle va se retrouver avec des centaines ou des milliers de polypes au niveau de son intestin. Et vu qu'il y en a beaucoup, elle va développer un cancer à cause de cette mutation qui a mené à la création de plusieurs polypes. Donc, ça, c'est une des façons qu'un syndrome de prédisposition au cancer peut survenir. Le plus connu, c'est celui associé avec le cancer du sein et le BRCA1 qu'on a vu qui est impliqué dans le mécanisme de réparation d'ADN. Donc, juste avant qu'on termine, j'ai juste quelques questions, juste pour vous. OK, donc la majorité, vous êtes tous en deuxième ou troisième année. Donc, OK, c'est bien. Au moins, vous n'avez pas eu à faire votre première session d'université à distance. Et c'est simplement par curiosité que je vous demande ces questions, parce que moi, je me suis introduite, j'ai fait mon bac en biologie, j'ai fait une maîtrise en physiologie humaine, puis par la suite, j'ai fait mon doctorat, mais je ne vous connais pas. C'est anonyme, bien sûr. OK, c'est bon. Si jamais vous avez des questions reliées à la recherche ou au domaine de la santé, je peux essayer de vous répondre. OK. En fait, la question ici, ça devrait plutôt être au niveau de la matière pour les deux cours on vient d'avoir. OK, c'est bon. Donc, mais c'est bien si ce n'est pas, tout n'est pas nouveau pour vous, c'est ce que je m'attendais aussi. Donc, ça clôt le cours pour aujourd'hui. Si vous avez des questions par rapport à votre présentation, vous pouvez me demander.